Yemotep Bekanefer, chers membres de la communauté Kouch Kamit Congo, chers frères de la confraternité ou de la nation Kouch Kamit Congo, à tous les Kamit du monde et à tout le peuple intergalactique relié à la voie Kouch. Bekanefer à vous et Iti. Dans cette présentation, nous allons affronter une question relative à ce que je vais appeler l'hérédité. L'hérédité est le concentré d'une réflexion de la sorte. Nous nous posons la question en partant de ce point ici. En fait, quelle est la nature du destin dans laquelle nous nous sommes retrouvés? Nous allons traiter d'un sujet très sensible. Et ce sujet porte le titre provocateur ou illustrateur de Rwanda Kigali, Rwanda Congo. Ou disons Rwanda Kigali, Rwanda Kinshasa. Vous comprenez tout de suite à quoi je fais allusion quand je parle de l'hérédité. L'hérédité est ce que l'on reçoit de l'antériorité. Et l'hérédité enrichie par chaque génération détermine la force, donne la dignité ou accorde la souveraineté. La réflexion du départ est la suivante. Qu'avons-nous obtenu en tant qu'hérédité de nos pères? La génération comme la mienne, née dans les années 70, avons connu les parents qui ont commencé à travailler, pour la plupart d'entre eux, entre les 15 à 20 ans. Ces parents aujourd'hui, ceux qui sont morts paix à leur âme, ceux qui sont vivants, nous les voyons encore, sont en pension. Ils ont chacun d'entre eux sur les épaules pas moins de 40 à 50 ans de travail, de service. Où est cette hérédité? Où est passée cette hérédité? Cela concerne le Congo. Cela concerne toute l'Afrique, tout le monde noir. Le monde que nous savons aujourd'hui a été construit sur les dos des mélanodermes. Mais les mélanodermes qui sont présents, tout comme ceux qui sont en train de grandir, se retrouvent sans hérédité de la sorte. Nous sommes un peu coincés dans une forme de la roue de la souris. La roue de la souris est cette roue où la souris court et court et court. La souris ne sait pas s'arrêter de courir parce que derrière lui, il n'y a pas de passé, ce n'est qu'une roue. Mais devant lui, il n'y a pas de futur parce que c'est toujours une roue. Dans l'entretemps, la souris court et court et court. La souris âge, vieillit. La souris se fatigue. Mais la souris n'obtient rien. L'hérédité de la course d'une souris égale à 0. Les résultats d'une course de la souris égale à 0. Ou encore, nous pouvons prendre l'exemple d'un cheval de course. Le cheval court, accélère. Le but pour lequel il est en train de courir ne lui appartient pas. Et comme les résultats qu'il obtiendra, s'il gagne cette course, ne lui appartient non plus. Il est un instrument. Est-ce le cheval capable de passer l'hérédité de ses victoires à ses enfants? Non. Les résultats de son travail, qui est l'hérédité de son existence, est détaché de lui. Et comme nous pouvons observer par cette expérience, cet exemple, que les résultats du travail, et tout comme l'hérédité en termes de production que le peuple mélanoderme fait, ne lui appartient pas. Il lui est complètement détaché. Et cette pensée provoque de l'angoisse. Dans l'angoisse, dans la mesure où nous devons nous poser la question, qu'est-ce que nous avons légué aux générations futures? Rien.
Et les générations futures mélandaires, mais celles successives à nous, cette génération qui est déjà en vie, les enfants qui sont en train, qui sont nés dans l'année 2000, n'auront rien comme hérédité. Parce que tous les travaux de leurs parents ne leur appartiennent pas. Ils sont détachés, ni en tant que succession, ni les parents en tant que travailleurs primordiaux. Rien ne lui appartient. C'est la situation étrange accordée à l'humanité mélanoderme aujourd'hui. Le seul destin qui est accordé au mélanoderme aujourd'hui, reconnu au mélanoderme aujourd'hui, est celui d'immigrer, aller faire l'esclavage. La France prévoit 150 000 immigrés à l'arrivée de ses frontières. L'Espagne prévoit 250 000 immigrés. Les États-Unis en veulent des millions. L'Australie, partout dans le monde, on calcule le nombre de Noirs qui vont venir leur servir chaque année. C'est calculé. Et vous devez raisonner en termes de cela. Vous avez 5 enfants à qui vous voyez encore à l'école. Vous pensez que ces enfants vont devenir des docteurs, vont devenir des, je ne sais pas moi, des pilotes. Mais en réalité, c'est seulement les 1,000, c'est seulement les 0,0001% de ces enfants qui deviendront médecins, qui deviendront ingénieurs. Tous les restes sont destinés, parce que leur destin a été déjà tracé, à se retrouver en Europe au service des Occidentaux ou à rester en Afrique toujours à servir les Occidentaux. La parabole de la souris qui court dans un cercle. Il n'a pas de passé, il n'a pas de futur. Tout ce qu'il a, il doit courir. En courant, il vieillit. Il perd sa mémoire. Il n'a pas d'hérédité. Son travail, il est détaché de son travail parce que les produits de son travail ne lui appartiennent pas. L'hérédité en termes de production cumulative qu'il crée chaque jour de son existence non plus ne lui appartient pas. Rien ne lui appartient. Il est un esclave. Inconscient, parce que la meilleure des esclaves, le meilleur des esclaves est celui de ne pas être conscient des esclaves, au point où il aime sa condition d'esclavagisme, mais qu'il définit à travers différentes expressions et est prêt à les défendre avec ses propres dents. Voilà que l'esclave devient bourreau, devient le protecteur de son propre bourreau, parce que, il faut le savoir, les soumis qui ne se révolte pas de son état de soumission est pire que les prédateurs qui les soumettent à ses vices. Il est pire. Je suis en train de donner une explication générale pour enfin arriver au donc. L'incapacité de voir entre ses mains ce que j'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, porte à un état d'esclavage. La connaissance du bien et du mal est la capacité de l'auto-alimentation, l'arbre du bien, l'autodétermination alimentaire, être en mesure de produire sa propre nourriture. L'arbre de la connaissance du mal, c'est la capacité à savoir se défendre. Parce que le mal et le bien n'ont rien à voir avec la religion. Le bien et le mal sont liés à la connaissance qui est le bien et l'ignorance qui est le mal. C'est dont vous ignorez, définir et tracer les limites du mal qui vous habite. C'est dont vous ignorez, définit et trace les limites, les contours du mal qui vous habite, parce que le mal n'est pas une obéissance aveugle à une institution quoi que ce soit, mais plutôt le mal est vivre dans l'ignorance. Le mal, c'est vivre dans l'ignorance. Et l'ignorance est la condition exacte, primaire, primordiale de l'esclavage. Mais c'est qui un esclave?
Un esclave, c'est celui qui est dans le travail et détaché de lui. Un esclave, c'est celui, ce n'est pas toujours celui qui prend les coups de fouet. Non, il faut oublier cette notion ancienne. L'esclave est celui dont le résultat du travail est détaché de lui. Faites le calcul du nombre des années que vous avez travaillé. Faites le calcul du nombre des années que vos parents ont travaillé. Et regardez autour de vous ce que vous avez. S'il y a correspondance, vous êtes des hommes libres. S'il n'y a pas correspondance, vous êtes des esclaves inconscients. Ouvrez vos yeux ou vous serez anéantis pour toujours. Sortant de ce contexte de définition bien particulière et généralisée, rentrons dans le bref du sujet. Le vif du sujet prend en examen un cas très déplorable et met en première ligne, toujours en termes d'études, de réflexions et de présentation, la situation de la République démocratique dite du Congo. La République dite démocratique du Congo que dans les années anciennes, j'ai appelé la République des bananes. Pourquoi la République des bananes? Eh bien, parce que dans une forêt de bananes, les singes ne savent pas que les bananes constituent une richesse. Dans une forêt de bananes, les singes ne savent pas que les bananes peuvent être vendues, ils n'ont conscience de rien. La République des bananes, c'est l'état d'une nation remplie de richesses, mais qui ne peuvent pas en bénéficier, qui ne peuvent rien en faire. La République des bananes est l'état d'une nation qui vit des faim, des souffrances, pendant que plongée dans la richesse. Pendant que les eaux sont pleines de poissons, pendant que la terre produit toutes choses à n'importe quel moment, pendant que les forêts sont pleines des animaux, lui meurt de faim. Parce que c'est cette situation que nous définissons la République des bananes. Et en citant la République de la banane, que je viens très bien d'expliquer, je parle de la République démocratique du Congo. Donc je vais essayer de rappeler l'histoire. La République démocratique du Congo est un nom donné par les rois des Belges, de l'État libre du Congo, qui est né en association avec l'association du Congo, qui est née en Belgique, avant que ce nom-là soit attribué. Donc ce nom-là est un synonyme. La République du Congo est liée à l'association du Congo de la Belgique. Dans cette situation, dans cet état-là, dans cette situation de colonisation, telle qu'il est défini dans le Code noir, parce qu'une autre chose très importante, souvent les mélanodermes font défaut en pensant que notre situation juridique est définie par les droits de l'homme. Ouvrez les yeux, de quels droits bénéficiez-vous? Pour comprendre la situation juridique de l'homme noir, il faut regarder le Code noir. Le Code noir, c'est fondamental. Peut-être sur l'écran, nous allons voir ce qu'on appelle le Code noir. C'est très important. La situation juridique du noir n'est pas régie par les droits de l'homme. La situation juridique des noirs est définie par les codes noirs. Nous ne sommes pas pays membres de l'ONU. Nous sommes des accompagnateurs. Nous sommes des États vassaux. Nous sommes invités en tant que des États vassaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les pays de colonisation française sont présents dans l'ONU pour appuyer par leur vote les régulations françaises. La République démocratique du Congo est présente à l'ONU pour appuyer les votes des régulations de la Belgique. Les États de colonisation anglaise et les États de colonisation portugaise ou espagnole sont présents dans l'ONU pour appuyer le vote de régulation qui profite, qui retourne en l'Espagne et le Portugal, jamais les pays africains. Quelles sont les régulations jamais votées qui ont pris en référence les pays africains? Aucune, on n'en discute pas, si ce n'est que sur le plan commercial, comment exploiter encore plus. Mais que font vos soi-disant présidents dans l'ONU? Et pour être membre de l'ONU, vous devez payer des cotes de participation qui sont très élevées pour appuyer les décisions des pays coloniaux.
Le code noir est quelque chose que vous pouvez voir là-dessus. Le code est un des symboles forts de la traite occidentale, car l'ordonnance a contribué à développer avec les autres puissances européennes le commerce triangulaire qui sera considérable on dit moi je dis à partir du XVIIIe siècle, parce que jusqu'à aujourd'hui nous avons le commerce triangulaire. Jusqu'à aujourd'hui, et c'est au nom de la commerce triangulaire que l'Africain ne peut pas devenir auto-alimentaire. C'est-à-dire, c'est l'autosuffisance alimentaire, nous ne pouvons pas l'accéder par rapport au commerce triangulaire. Pour servir le commerce triangulaire, cela signifie que nous sommes encore sous la régulation du code noir. Ouvrez bien vos yeux et sortez de l'ignorance, parce que l'ignorance signifie le mal. Et par conséquent, l'ignorance signifie que vous êtes en train de vivre dans le mal. Le code noir a été promu, comme vous voyez, en 1685. Et nous allons aller en profondeur et nous allons retourner sur la situation évoluante. Beaucoup ont parlé de l'empire Imatuti. Le problème est le suivant. La considération philosophique et anthropologique nous apporte à faire cette considération bien précise. Quand nous parlons d'empire, nous sommes en train de raisonner sur base de la notion historique des empires, incapable de voir la notion futuristique des empires. Nous avons une compréhension de comment ont été organisés les empires, comment étaient formés, comment fonctionnaient, mais par rapport à l'histoire, c'est-à-dire au passé. Nous ne nous arrêtons pas à nous projeter dans les futurs, parce que toutes les institutions ont nature évolutive et changeable. Ce qu'on appelle la capacité d'adaptabilité, de l'adaptation. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Et nous allons rentrer sur les Minafet. Depuis la mort, depuis la chute par trahison, il faut bien le signaler, depuis la chute par trahison, dans ce qui était les haïrs, du maréchal Mobutu Sese Seko Ngolo Zabanga, paix à son âme, nous sommes rentrés dans un état catastrophique provoqué par celui qui a été récit comme le lit, comme le sauveur du peuple, Laurent Désiré Kabila, qui nous a introduit dans une phase décadente comparable à l'arrivée des colons Diego Cao. En fait, si les Diego Cao étaient venus avec les armes, le prochain Diego Cao est venu avec Kabila et l'armée rwandaise. Bien entendu, nous sommes en train de parler de nos frères et sœurs. Mais ici, nous sommes en train de les parler sous un point de vue politique. Très important, cette nuance. En tant que personne, je n'ai rien à faire, je n'ai rien contre nos frères et sœurs rwandais. Mais ici, les projets ou les intérêts politiques nous divisent et nous invitent à faire certaines considérations de la sorte. Signalant que nous avons beaucoup de peuples rwandais qui sont en train de souffrir. Ici, nous sommes en train de faire un raisonnement typiquement politique et futuristique. Depuis quelque temps, nous avons remarqué que dans les passeports congolais, l'autorité qui autorise la mise en valeur, qui légalise les documents est Minafet et non plus le gouvernement central. Beaucoup de personnes sont en train de découvrir cela maintenant, mais il est vrai que Minafet, en tant qu'émetteur, autorité émetteur des passeports congolais, est quelque chose qui a commencé depuis très longtemps, depuis le pouvoir de Kabila. Je ne sais pas si nous pouvons parler de cela déjà autour de Kabila les pères, mais c'est qui est ici autour de Kabila les fils. C'est un projet qui a évolué. Comme vous pouvez regarder à l'écran derrière moi, nous avons minafet.gov. Nous allons entrer dans le site pour voir de quoi il s'agit. Il s'agit du Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. Il s'agit des ministères des Affaires étrangères et de la coopération internationale rwandaise. Minafet. Ok? Et il s'agit des ministères des Affaires étrangères et de la coopération internationale rwandaise. Maintenant que vous pouvez essayer de chercher dans vos sites Minafet, vous allez trouver cela. C'est bien et vrai ce qui s'ensuit. Ce qui est important maintenant, ce sont les implications. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous vous présentez à la frontière belge,
Si vous vous présentez à la frontière américaine, si vous vous présentez à la frontière arabe, si vous vous présentez à la frontière chinoise et vous avez un passeport congolais signé par l'autorité angolaise ou sud-africaine, cela signifie que votre document de transport est un faux. Parce que l'autorité qui signe ce document n'est pas reconnue compétente. Ce n'est pas l'autorité française qui peut signer un passeport congolais. Si vous vous présentez quelque part dans un aéroport avec un passeport zimbabwéen signé par le ministère des Affaires étrangères d'Isaïe, du Congo, du Rwanda, eh bien cela fait de votre document un document non valide. Vous suivez, vous êtes d'accord avec moi, j'espère. Okay? Si un Français se présente à l'aéroport des États-Unis et on remarque que dans son passeport, on a écrit délivré par l'autorité belge, on va l'arrêter. On va le retenir. Pourquoi? Parce que le document qu'il était en train de voyager avec n'est pas légal. Parce que l'autorité belge n'a aucune compétence en matière de la légalisation d'un document d'identification français. Si vous vous présentez à l'aéroport de France avec un passeport chinois légalisé dont l'autorité qui autorise la légalisation et les États-Unis non plus, vous allez être retenu. Nous allons maintenant nous poser la question. Pourquoi nous, ceux qui ont un passeport congolais, en se présentant dans tous les aéroports du monde, parce que les Congolais voyagent de jour au jour avec les passeports les plus chers du monde. La dernière fois que j'ai renouvelé les passeports congolais, j'ai dépensé plus de 1000 $. Et ce passeport-là a été émis par l'autorité rwandaise des affaires étrangères et de la coopération internationale, le MINAFED. Cet argent-là, où il est parti, c'est bien entendu très clair. Où finit l'argent des passeports congolais? Vous êtes clair maintenant, c'est à Kigali que ça finit, parce que c'est l'autorité émetteur. C'est l'autorité émetteur. Retournons au vif de ma discussion. Le point est le suivant. Pourquoi aucun aéroport n'a jamais arrêté un Congolais se présentant avec un passeport congolais légalisé par le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale rwandaise? Pourquoi? Tout simplement que sur le plan international, cela est reconnu que les documents congolais soient légalisés par le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale rwandaise. Si vous vous présentez avec un passeport congolais légalisé par le gouverneur, je ne sais pas moi quoi, de la ville de Kinshasa, là vous aurez un problème, là vous serez arrêté, cela sera un faux. C'est-à-dire un document de voyage, d'identification congolais légalisé par l'autorité congolaise n'est pas valide. Pour avoir sa validité, pour être légal, il doit être validé par les autorités rwandais. Qu'est-ce que c'est là? Parce qu'il est important de faire de la polémique. Mais ce qui est important aussi dans cette situation sont quelles sont les conséquences, quelles sont les déductions de cette logique. Les déductions sont que sur les plans internationaux, le Congo n'existe plus. Sur les plans personnels, sur les plans régionaux, sur les plans de la politique interne, nous voyons des États. Mais sur le plan international, sur le plan du droit, le Congo n'existe plus. Alors quelqu'un dirait, mais pourquoi nous n'avons un passeport sur lequel il est écrit la République démocratique du Congo? Mais ce n'est qu'une marque. Elle n'est plus qu'une marque. Elle n'est plus qu'une marque déposée. Elle n'est plus qu'une marque déposée. Il existe plusieurs marques déposées de la sorte. Ce n'est pas pour rien que le président des États-Unis, une fois élu, va prêter serment à la reine d'Angleterre. Ce n'est pas pour rien qu'au Canada, l'argent porte le visage de la reine. Parce qu'on appelle cela les Commonwealth. En fait, le Commonwealth est la véritable étendue du pouvoir anglais. Le Commonwealth a remplacé ce qu'on appelait l'Empire anglais. C'est ça l'étendue du pouvoir.
Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Pour nous, cela a une implication sombre et macabre. Dans le sens que nous voyons des Congolais sans réaliser que nous sommes des Rwandais, du point de vue de la définition de la légalité de l'identité. Le Congo est un État vassal, le Congo étant de par conséquent une région du Rwanda. Cela, de la sorte, justifie pourquoi le président Kagame prend des décisions, signe des accords avec l'Angleterre et d'autres pays, de recevoir les réfugiés et les placer au Rwanda. Tout le monde se pose la question, au Rwanda, il n'y a pas de place. Mais attention, il n'a pas donné de précisions qu'il allait les placer à Rwanda Kigali. En fait, il était en train de parler de Rwanda Kinshasa. Pendant ce temps, sur le plan des représentants politiques, moi je ne suis pas toujours très au courant de quelles autorités politiques nous avons dans le pays, mais commençons par celui qui est le président de la République, qui signe et légalise son passeport. Mais en fait, je ne sais pas, il faut contrôler ceux qui sont proches de la présidence, essayer de contrôler tous ces passeports diplomatiques. Le président est le leader de l'opposition congolaise. Ceux qui sont proches d'eux, qui puissent aller voir un peu, essayer de voir dans leur passeport diplomatique qui est l'autorité qui légalise ces documents. Parce que si dans ces documents, et je cite tous les représentants politiques comme Fayulu, Mbemba, Tshisekedi et tous ceux qui viennent, je cite Nemwana Nsemi et tous ces gens qui se présentent. Nemwana Nsemi, par exemple, doit avoir un passeport. Qui signe dedans? Qui a signé dedans? Ce n'est pas une matière de polémique. Nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Concertez-vous autour de vous, ceux qui sont apparentés avec des ministres, ceux qui sont apparentés avec des gouverneurs, ceux qui sont apparentés avec les sénateurs. Allez leur demander de vous faire voir leur passeport et vérifier qui est l'autorité émetteur. L'autorité émetteur, c'est celui qui a le pouvoir, le dernier mot, c'est lui qui reçoit l'argent. C'est qui? Si c'est Minafet, eh bien, Minafet, c'est le ministère rwandais des Affaires étrangères de la coopération internationale. Maintenant, si cela est le cas, ces gens qui nous font des gouverneurs, ces gens qui nous font des parlementaires, ces gens qui nous font des députés, ces gens qui nous font des leaders de l'opposition politique, sont-ils au courant de cela ou sont-ils complices de cela? Et au peuple, ils ont choisi de ne rien dire. S'ils ne sont pas au courant, ils sont tous, je ne veux pas insulter, ils ne sont pas intelligents. Parce que leur travail, c'est la politique. Et dans la politique, il y a ce qu'on appelle la vérification de la souveraineté. Spécialement parce que cela leur concerne en première personne leurs femmes et leurs enfants. À moins que, comme nous le savons, nombreux de ces représentants politiques, nombreux de ces députés, nombreux de ces parlementaires sont tous de nationalité française, belge et qu'en Suisse. Mais vu que cela leur concerne les premières personnes, s'ils ont des passeports signés par Minafet, ils sont des traîtres. C'est-à-dire qu'ils sont en combute avec les pouvoirs rwandais et ce qu'on appelle l'organisation internationale. Et là, je cite le groupe Bilderberg. Okay? Je cite les groupes, comment ça encore, les groupes les clubs de Rome. Je cite la commission trilatérale. Ok? Et il y en a beaucoup. Je n'en cite que 3. Ou ces gens-là qui vous font des politiciens, ces gens-là qui vous font des représentants de la leader de l'opposition, ces gens-là qui vous font des représentants parlementaires et des députés, où ils sont conscients de cela et savent cela et ne vous disent rien, ce qui fait des traîtres. Ou ils ne sont au courant de rien, ce qui leur fait que nous sommes représentés par des gens qui n'ont pas ni l'intelligence ni la capacité de représentance, parce qu'ils ne savent pas faire le contrôle de la souveraineté.
D'un côté et de l'autre, les implications et les résultats sont sans précédent. Dans le sens que, sur les plans, nous pouvons faire des marches maintenant. À Kinshasa, les gens peuvent descendre à l'ail. Cela ne va pas changer qu'il y ait une trahison, il y ait une conspiration internationale contre les Congos, et cette conspiration a porté à l'exonération, à l'arrachement, à l'accaparement des terres. Nous nous sommes lancés contre combien les Occidentaux étaient en train d'acheter des terres dans le pays. Mais en réalité, il fallait juste une loi. Non même pas pour acheter, mais pour prendre. Pour transformer les titres des réalités, de l'hérédité. Ce qui n'est pas encore clair et qui va commencer à devenir clair au fur et à mesure que nous sommes en train d'aller dans le jour, est que le peuple congolais n'a plus aucune terre. Et cela est reconnu sur le plan international, d'autant plus que la légalisation des titres d'identité congolais est une prérogative, est un pouvoir rwandais, ce qui fait que le Congo est une colonie rwandaise. Et la véritable autorité est l'autorité rwandaise. Parce qu'il légalise les documents d'identité de vos propres autorités. C'est-à-dire, ils sont les autorités de vos autorités. Comme implication, le président de la République démocratique du Congo a un président lui aussi. Et ce président-là, c'est le président du Rwanda. On pouvait même parler d'un vice-président. Même pas. Le Congo est un des pays les plus grands du monde. Avec la deuxième fleuve du monde, la deuxième forêt, après le fleuve d'Amazon, la deuxième forêt du monde après celle de l'Amazon. Une hérédité de richesses en termes de pétrole, cobalt, de richesses, et diamants, pétrole et qu'en sais-je. Avec une des terres la plus cultivable du monde. Aujourd'hui, nous avons perdu cela comme égalité. Elle ne nous appartient plus. Nous devons ouvrir les yeux sur ça. Tout cela ne nous appartient plus. Et si cela vous semble un rêve, et si cela vous semble impossible, regardez votre document, votre passeport. Et si vous pensez, et si vous êtes convaincu que cela ne s'arrête qu'à votre passeport, les jours à venir vont vous démontrer que vous avez été dans l'ignorance et dans l'obscurité. Et celui qui vit dans l'obscurité est absorbé par celle-ci, elle est consommée par cette dernière. C'est ainsi que nous parlons des pertes d'hérédité. Nous n'avons pas été en mesure de protéger ce que nous avons réussi de nos aïeux. Nous n'avons pas seulement été en mesure de posséder notre propre travail. L'on dit que les Congolais, l'Africain, les Noirs en général est un travailleur. Mais où sont les résultats? Pas des résultats. Pas des résultats. Non seulement nous n'avons pas été en mesure de retenir, de conserver les résultats de nos propres travaux, mais nous avons aussi, avec les grands yeux ouverts, été dérobés de la réalité de nos ancêtres, la terre. Elle ne nous appartient plus du point de vue légal. La souveraineté de telle terre étant aujourd'hui sur le plan déjà politique et d'administration coloniale et de reconnaissement, de la reconnaissance de l'identité, de la définition, de la légalisation de l'identité, sur le plan international, cela est déjà une prérogative du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale rwandaise. Si vous n'êtes pas déjà en train de pleurer maintenant là, ça signifie que vous n'avez rien compris. Et pendant le temps que tout ceci est en train d'arriver, qu'est-ce que nous faisons nous autres? Qu'est-ce que nous faisons?
Qu'est-ce que nous avons fait? Le voleur n'est pas venu en pleine nuit, il est venu en plein jour, devant les yeux de tout le monde. Devant les yeux de tout le monde. Nous avons parlé, nous avons crié, mais à la fin, les objectifs ont été obtenus. Qu'advenons-nous? Qu'en sera-t-il de nous? Qu'en sera-t-il de vous? Qu'en sera-t-il de vos enfants, de vos petits-enfants? Dans quel pétrin vous les laissez? Et dans quel monde vous allez vous réincarner? Les implications de cette révélation, de cette information sont profondes et vous n'avez qu'à vérifier de vous-même. L'autorité régente aujourd'hui en RDC est l'autorité rwandaise. Ils n'ont pas besoin de transformer le passeport congolais en passeport rwandais. C'est là quelque chose qu'ils n'accepteraient pas. Mais quand vous vous présentez quelque part dans n'importe quelle frontière mondiale, ce n'est pas les noms. Ce n'est pas la sigle sur votre passeport qui est pris comme élément d'identificatif. C'est l'autorité émetteur. L'autorité émetteur, je le répète encore, est celui qui légalise les documents. Prenez vos passeports. Pendant combien de temps avons-nous été en train de financer en achetant les passeports? La machine de corruption, la machine du complot contre nous-mêmes. Et cela s'est fait sous nos yeux. Nous avons contribué de notre propre poche à travers l'achat, les frais administratifs pour obtention des passeports et définitivement pour d'autres élans. Nous avons financé par ignorance parce que nous étions dans le mal. Nous avons été complots à travers nos représentants politiques, sénateurs, parlementaires, opposants. Nous avons été complots, nous avons contribué par leur biais parce qu'ils ont répandu sur nous l'ignorance, à l'expropriation sur le plan légal de nos terres. Vous avez de la terre sous vos pieds, c'est très important. Vous avez votre maison dans laquelle vous êtes en train de me suivre, c'est important. Mais sur le plan légal, elle ne vous appartient pas. Elle ne vous appartient plus. Le monde en changeant pour nous, il y a une perte de souveraineté totale. Aujourd'hui visible par une perte de la légalité. La légalité congolaise a cessé d'exister. Depuis très longtemps, nous ne nous en sommes même pas rendus compte. La perception, la définition de l'identité congolaise a changé dans le temps et nous ne nous en sommes pas rendus compte. Nous avons financé la machine de guerre qui vient nous arracher nos terres et nous ne nous en sommes même pas rendus compte. Parce que nous avons été dans l'obscurité et par conséquent nous avons été dans le mal. Et qui vit dans le mal est consommé par le mal. Et nous voici maintenant en train d'être consommés par le mal dont nous n'avons pas fait attention. Nous n'avons pas fait attention, nous avons péché de superbe, de superbe. Aujourd'hui, comme dirait quelqu'un que je connais beaucoup, les jeux sont faits. Les implications sont devant nos yeux. L'autorité en RDC est mort. De ces points de vue, la RDC en tant que titre n'est qu'une marque. C'est comme l'on dit français de Toulouse et français de Martinique.
Français de Paris et français de Guadeloupe. La Guadeloupe est un territoire français parce que le passeport qu'ils ont est français émis par l'autorité non guadeloupéenne mais française. Mais on écrit République de la France, c'est vrai. Mais imaginons qu'ils avaient un passeport où il est écrit dessus le nom du pays, Guadeloupe. Mais signé encore à l'intérieur par la République française, selon vous. Sont-ils des Guadeloupéens ou des Français? En premier, ils sont des Guadeloupéens parce que c'est l'autorité qui signe. En deuxième, dans un premier temps, ils sont Français parce que c'est l'autorité qui légalise ces documents-là. Et par après, ils sont Guadeloupéens en termes de définition du territoire. C'est comme quand l'on disait Zaïrois de Chaba et Zaïrois de Bazaïr. Dans un premier temps, tu es avant tout Zaïrois, mais par après, on définit régionalement comme un élément de différenciation. Aujourd'hui, le passeport congolais n'est qu'un élément de différenciation parce que l'autorité émetteur du passeport congolais et du passeport rwandais, c'est les mêmes. Les passeports rwandais et les passeports congolais sont émis par les mêmes autorités. Le ministère des Affaires, des Affaires étrangères de la coopération internationale émet les passeports. Et c'est-à-dire, la différence entre écrit République Rwanda et République du Congo n'est qu'une question de la géopolitique. C'est une question d'appartenance territoriale. Mais en réalité, soit les passeports congolais et les passeports rwandais étant émis par les mêmes autorités, sont tous. Cette autorité définit la citoyenneté rwandaise acquise. Mais par après, nous avons les éléments de différenciation territoriale, comme un Congolais du Chaba et du Maniema. Ils sont avant tout Congolais, après du Chaba et du Maniema. Et aujourd'hui, nous sommes devenus tous Rwandais. Et puis maintenant, il y a les Rwandais de Kigali, et puis il y a les Rwandais de Kinshasa. C'est là où nous en sommes arrivés aujourd'hui. Je vous invite à une réflexion, une prise de conscience profonde. Et nous devons commencer à réaliser quelles seront les implications en long terme de cette route dans laquelle nous nous sommes associés de manière falimentaire. Je vous remercie pour le temps partagé dans cette réflexion qui n'est pas une réflexion avec des éléments, des dates devant les yeux. Vous pouvez aller consulter Internet de vous-même. Ceci est un message d'alerte, mais en même temps aussi une prise de conscience et de réalisation. Je remercie pour le temps accordé à l'écoute et je vous prie que nous puissions nous réveiller. Nous avons dit ça des millions de fois. Faites ce que votre conscience vous permet de faire. Ankh Oudja Seigneur.